David Ménécès, vous êtes VP People et Sustainability au sein du groupe OP Mobility ex-Plastic Omnium. Mais on va parler rapidement de votre carrière. Donc vous avez, juste avant cette expérience, vous êtes arrivé il y a 3 ans maintenant. 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi. Vous avez fait une expérience, une seule, mais riche. Vous êtes ingénieur, vous êtes diplômé de l'ESPCI, donc ingénieur en physique-chimie. Vous arrivez en R&D dès le stage chez Air Liquide et vous faites toute une carrière qui termine vers la sustainability. Alors d'abord, quand on rentre en R&D, qu'on est ingé, c'est peut-être pas un souhait de bac à sable de finir en sustainability, ou en tout cas peut-être pas au début. Comment ça s'est opéré et comment vous êtes construit chez Air Liquide? C'est en fait une construction un pas après l'autre. C'est-à-dire que j'ai commencé en effet en R&D, j'ai fait toute ma carrière chez Air Liquide, stagiaire, j'ai même fait, à l'époque on faisait encore service militaire, j'ai fait une coopération au Japon avec Air Liquide, et puis j'ai continué en effet pendant quelques années en R&D. Et puis à un moment je me suis dit, la R&D c'est bien, la techno c'est bien, mais l'humain, c'est important aussi. Et j'avais envie d'aller m'ouvrir un peu au monde extérieur. Et donc, je suis passé du côté business development, voilà, commercial, en allant vendre des usines à des clients. J'ai fait également un peu de marketing pour bien comprendre comment on vend ces produits. Et puis, je suis retourné au Japon faire de la finance. So desio. Et de là, finalement, une fois que j'avais acquis, je dirais, des bases justement techno, bases commerciales, business development, financières, j'avais un peu les fondements d'une pyramide qui pouvait m'emmener vers la gestion de PNL. Et donc j'ai pris ensuite la direction d'opération dans les Caraïbes et l'Amérique centrale. Donc j'étais en charge du business en République dominicaine, au Panama, au Costa Rica, Antilles françaises, Guyane. Donc on se dit, le rôle de rêve. C'est vrai qu'en termes de les déplacements, ça devait pas être le pire moment de votre carrière. Mais oui, mais en même temps des structures très petites où on est un peu multitâche. On fait à la fois de la gestion d'entreprise, mais également des ressources humaines, de la sécurité, de la construction d'usines. Très très riche. L'entrepreneuriat presque. Oui, absolument, absolument. Chaque entité faisait une centaine de personnes, donc on était vraiment dans des structures à taille humaine où quand on prend une décision, on voit tout de suite le résultat. Et puis de là, je suis parti aux États-Unis prendre une activité plus importante d'Air Liquide. Donc je dirigeais la partie qu'on appelle package gaz, donc tout ce qui est vente de gaz en bouteille pour Air Liquide. Puis on a fait une grosse acquisition aux États-Unis d'un acteur local qui faisait 5 milliards de chiffre d'affaires, donc un gros acteur local, c'était le numéro 1 de l'activité. Et pendant 1 an, j'ai intégré mon ancien business dans cette entreprise qu'on venait d'acheter. Donc on a fait une reverse integration parce que c'était plus gros, plus visible. Et c'est là où j'ai pris encore un virage après ce que j'ai évoqué auparavant et je suis parti vers le développement durable. Mais alors, c'est quoi? C'est un patron, un mentor ou juste une opportunité, il fallait lever la main et personne n'avait levé la main, ou alors c'est un travail de longue haleine suite à des formations, le déclic qui vient d'où pour signer l'avenant là? C'est un peu tout ce que vous venez de dire, Mathieu. C'est déjà la volonté de revenir en France, d'être dans un rôle stratégique avec une vision globale du groupe. Et pour être complètement sincère, quand on m'a proposé le job, je l'ai initialement refusé. Okay. Je l'ai refusé parce qu'à l'époque, donc il faut revenir en 2017, le développement durable commençait à être vraiment visible, etc. Mais pour moi, qui venais des opérations à l'étranger, c'était encore quelque chose d'assez lointain du business. Et je me disais finalement, je vais retourner à Paris, faire des rapports pour montrer tout ce qui est vert dans l'entreprise. Je n'avais pas envie de ça. Et c'est en effet un mentor, un membre du COMEX qui m'a dit non, mais c'est un enjeu de plus en plus stratégique pour nous. Il y a une feuille de route CO2 à construire. Il y a une page blanche et il faut l'écrire. Et ça, j'adore. On salue cette personne. On salue cette personne qui aujourd'hui est CEO de l'entreprise dont on parle. Parfait. Il se reconnaîtra, je pense. Absolument. Donc là, on est en 2017. Ouais. Retour en France. Donc Head of Sustainability. Absolument. Head of Sustainability et également de la fondation d'entreprise. Ok. Donc là, on apprend le regulatory, puisque c'était pas trop dans votre scope. On se forme, on s'acclimate, on a une représentation, on est en rep à l'extérieur sur des nouveaux sujets. Il y a une phase d'apprentissage. Il y a un truc qui n'était pas prévu dans ce moment-là, qui vous a donné le vertige? Ou pas, mais... Pour moi, j'ai le sentiment que dans des domaines comme la sustainability, comme les ressources humaines, on n'a pas forcément besoin d'être expert. Et ce qui compte avant tout,
c'est de savoir s'entourer. C'est l'équipe. On l'a vu aujourd'hui. Voilà, j'allais le dire, ce que vous avez pu voir de l'équipe People and Sociability, voilà, c'est eux qui font le succès de l'entreprise. Moi, je suis en effet là pour montrer le cap, la vision, la stratégie, mais derrière, ceux qui font vraiment la transformation, c'est les gens de l'équipe. Et donc, quand je suis arrivé en 2017, il y avait une équipe Sustainability, que j'ai fait évoluer, bien sûr, mais il y avait déjà des bases solides sur les sujets que vous évoquez, le réglementaire, tout ce qui est reporting, notation, etc. Donc, c'était un départ un peu lancé. Et puis, et ça on l'a pas évoqué, je pense qu'on est venu me chercher parce qu'on voulait dans ce rôle-là quelqu'un qui avait un background opérationnel. Parce que au-delà de la stratégie à mettre en œuvre, il fallait avoir un rationnel, un réalisme aussi. Voilà, il fallait connaître les opérations, il fallait pouvoir aller échanger avec les patrons d'opérations et leur dire voilà comment on va déployer et voilà les outils pour que derrière tu puisses actionner cette feuille de route de neutralité carbone. Donc 2021, on vient vous chercher pour l'expérience et la partie Head of Sustainability dans votre ancienne maison, mais également donc cette partie opérationnelle. Et puis là, c'est reparti. Absolument. On vient vous voir, on vous dit people, enfin HR. Même question, c'est venu comment, pourquoi? Et alors, on a évoqué déjà un petit peu comment, pourquoi on a fusionné. Mais pour vous, cette même question, est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un moment? Est-ce qu'au début, vous l'avez refusé? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite? En fait, le quelqu'un en question, on l'a rencontré aujourd'hui, c'est Laurent Favre. Donc c'est Laurent qui est venu avec cette idée de combiner les deux activités et de me proposer de prendre ce rôle. Je pense qu'il avait pu voir sur mon premier rôle en sustainability que justement j'étais capable, en arrivant finalement en connaissant pas l'entreprise, en connaissant pas le marché non plus. Je venais de la chimie, Air Liquide c'est de la chimie, même si on avait des clients très divers. Donc en 18 mois de connaître l'entreprise, de mettre en place la stratégie, de commencer à l'actionner avec les opérationnels et de former une équipe. Finalement c'était ça aussi le challenge côté people. Et donc il m'a fait confiance. J'ai pas vraiment hésité. Ça s'est discuté un vendredi et il m'a dit tu me dis ce que tu en penses lundi. Donc voilà, bon, c'était un bon week-end. Ah, si on profitait quand même ce week-end, j'espère. Non, par contre, la condition que j'y ai mise justement, la première, parce qu'au départ il m'a pas tout dit. Il m'a dit voilà, je voudrais te donner les ressources humaines. J'ai dit mais d'accord, mais du coup je garde le développement durable ou pas? Parce que si je garde pas le développement durable, je prends pas. Parce qu'en 18 mois, j'avais mis en place une stratégie, mais moi j'aime bien être accountable, j'aime bien voir les résultats de ce que je mets en œuvre, et donc c'était trop court. Il m'a dit non, justement, l'idée c'est de combiner les deux, on va vraiment faire quelque chose de différent pour renforcer l'attractivité, montrer le cap stratégique du groupe autour des sujets de développement durable. J'ai dit, go. Qu'est-ce que vous pensiez de la fonction RH? Comment vous la représentiez avant versus maintenant? Très honnêtement, tant qu'on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte à quel point c'est complexe. À quel point c'est multifacette ce sujet des ressources humaines. Vous avez vu aujourd'hui avec l'équipe, mais... la diversité des sujets, des chantiers... c'est juste incroyable. Et puis chaque année, il y en a de plus en plus. Absolument, absolument. Et donc, chaque jour est vraiment, je dirais, unique. On ne sait pas en commençant la journée ce qu'on va découvrir, ce qu'on va faire. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va être hyper passionnant. Je pense que vous l'avez senti pendant toute cette émission. Je suis quelqu'un qui justement fonctionne à la passion, à l'intensité, à la collaboration aussi avec les équipes. Donc oui, ça a été pour moi une vraie révélation, ce sujet des ressources humaines. Et le fait de pouvoir encore une fois conserver la sustainability et adresser les deux en même temps, ça fait une vraie différence. Bon, mais du coup, ça fait quand même beaucoup de changements. Même si on considère que vous aviez déjà une expérience avant, elle était finalement plus récente que les autres. Et People, c'est récent aussi. Il y a forcément eu des moments difficiles. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'au départ, alors si je parle côté ressources humaines, le challenge, c'était avant tout un challenge de légitimité. Parce que, vous l'avez dit, je venais pas avec un background ressources humaines. Et OP Mobility était un groupe où, naturellement, les personnes qui travaillent dans les ressources humaines étaient plutôt des experts des ressources humaines. Et donc, voir arriver quelqu'un qui n'a pas ce background, qui vient du développement durable. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé moi dans le groupe, le développement durable n'était pas au CODIR, mais c'était rattaché au DRH. D'accord. Donc là, il y a eu un peu une inversion. Révolution durable. Voilà, mais c'est juste pour l'image, parce que pour moi, ce n'était pas une inversion. Ce que j'ai voulu très vite montrer, c'est qu'en fait, les deux devaient vraiment être au même niveau. Aujourd'hui d'ailleurs. Voilà.
Et c'est important d'avoir les deux activités au même niveau, c'est pas l'une qui rapporte à l'autre. Mais ça, c'était le vrai challenge côté ressources humaines. Côté sustainability, c'était un challenge d'intégration, encore une fois, dans l'entreprise, dans le marché, dans un monde et dans un environnement qui va très très vite, et dans un groupe où ce qui prévaut, c'est l'action. Et donc c'est important de montrer rapidement qu'on peut se mettre dans l'action, qu'on peut embarquer les équipes et qu'on n'est pas quelqu'un au siège à 10 000 mètres d'altitude, complètement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que le rôle du DRH aussi dans un groupe comme le nôtre, c'est d'être connecté avec le terrain, c'est d'alimenter le comité de direction, le CEO en particulier, sur ce qui se passe, sur l'atmosphère, sur la température. On parlait tout à l'heure de mesures d'engagement. Ça, c'est des éléments importants. Et au-delà de la note du niveau d'engagement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que l'entreprise et ses équipes sont motivées, se sentent bien, est-ce qu'on fait les choses correctement pour assurer la résilience d'entreprise. Sans vouloir être cynique, comment on dit que 40 000 personnes vont bien ou pas bien? Enfin, je veux dire, il y a un taux d'ouverture d'une enquête, il y a un taux de participation, il y a un taux de satisfaction qu'on peut regarder, mais comment, là, on est ensemble avec Laurent Favre en Codir, et il vous dit, bon, comment ça se passe les équipes, comment est-ce qu'on arrive à dire que 40 000 personnes vont bien? Alors déjà, c'est d'avoir un bon réseau. C'est d'avoir un bon réseau People and Sustainability qui, lui, est sur le terrain. Enfin, aujourd'hui, si je prends le réseau RH dans le groupe, c'est 500 personnes. C'est un peu plus de 200 personnes côté Sustainability, donc c'est plus de 700 personnes sur 40 000 qui sont finalement dans nos 200 sites. Donc j'ai en moyenne 3 ou 4 personnes par site dans mes équipes. Et ça, c'est un thermomètre en permanence de ce qui se passe sur le terrain. Moi-même, comme d'ailleurs tous les membres du comité de direction, on se déplace régulièrement sur le terrain. Alors, c'est pas bon pour l'empreinte carbone, mais c'est bon pour le moral des équipes. C'est très important pour les équipes de voir le management, être proche d'eux, venir justement voir comment ils vont, les écouter, repartir avec des idées à mettre en œuvre sur d'autres sites, etc. Donc ça, c'est aussi un peu la marque de fabrique du groupe, cette proximité avec les équipes. Et on a vu aujourd'hui donc tous ces projets qui cristallisent ce que vous nous expliquez. On a vu Wanopi, on a vu la FADEI, on a vu énormément de choses. On a l'impression à la lecture de ce qui se passe chez vous qu'il y a presque une transition durable, certes, mais aussi une transition managériale. Nouveau leadership model, plan de succession, on va dire individualisation du parcours et en même temps on va dire désilotisation de l'organisation, transversalisation. Comment vous percevez cette action? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui un RH, un DRH, une équipe RH a les compétences pour adresser ces projets de change aussi importants qui ne sont pas prêts de s'arrêter? Alors, la transformation, c'est une réalité. Et elle est nécessaire, cette transformation, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, le marché est en train de se transformer. On veut construire un groupe qui est le plus résilient possible et un groupe qui n'est pas dépendant des évolutions, qu'elles soient politiques, économiques, géopolitiques. Et donc on a besoin de mettre cette transformation en place. Et elle est comprise par l'organisation. On a passé beaucoup de temps, et c'était un des retours des enquêtes d'engagement qu'on a commencé à faire il y a 2-3 ans, c'était on a besoin de comprendre la stratégie du groupe. Et aujourd'hui, ce sujet ne remonte plus. C'est-à-dire que la stratégie, elle est comprise par le groupe. Le besoin de transformation, comment on va y arriver, comment on va le faire ensemble, c'est compris par le groupe. Le rôle du RH, et des RH en général, il est clé. Il est clé parce que on doit transformer l'organisation RH. Je le disais tout à l'heure, on veut faire du One HR, être plus transversaux, montrer à nos collaborateurs qu'ils pourront bâtir des carrières multimétiers, multi-pays, etc. Et donc on a ce devoir de transformation-là, mais on a aussi la casquette du RH qui va accompagner les autres métiers à eux aussi se transformer. Et aujourd'hui, on a un rôle central. Et pour moi, ce qui définit le mieux le rôle d'un RH, et c'est comme ça que je l'ai partagé avec mes équipes quand j'ai pris cette fonction, c'est qu'on est des business enablers. Si on n'apporte pas de la valeur au business, si on n'apporte pas de la valeur aux patrons d'opération, aux managers, etc., c'est qu'on a raté notre boulot. Exactement, c'est l'incantatoire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on apporte cette valeur. Et si on apporte cette valeur, c'est assez immédiat, les leaders viennent nous voir. Ils viennent nous demander de l'aide. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que la collaboration, elle est plus forte
qu'on est un peu moins dans un rôle qui parfois dans le passé pouvait être un peu administratif. Tiens, je viens d'embaucher quelqu'un, il faudrait lui faire un contrat, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça. On bâtit les carrières ensemble. Quand un poste doit être pourvu, on réfléchit ensemble quel est le meilleur profil, interne, externe, et surtout on projette la personne déjà dans une carrière. On n'est pas juste en train de remplir un trou. On est là vraiment pour bâtir des carrières. Merci beaucoup. Comment vous voyez, est-ce que pour vous, la transition durable, l'ESG au sens large, réussira parce qu'on le couple avec une fonction régalienne? Parce que les hommes et les femmes, donc les people, s'en occuper, c'est une fonction régalienne. Là où historiquement la transition durable n'était pas forcément rattachée, ne serait-ce qu'au COMEX ou par extension à d'autres directions. Est-ce qu'il faudra que ça passe par ça? Est-ce que ça doit se généraliser pour vous? Et finalement, donc ça c'est vers l'extérieur. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer demain chez OP Mobility pour votre service? Alors, je pense que dans le cas d'OP Mobility, c'était vraiment important de connecter ces deux fonctions, on l'a dit déjà plusieurs fois, mais ça a apporté une vision différente, ça a permis, je pense, d'accélérer les actions dans les deux domaines, hein, pas uniquement côté sustainability, mais aussi côté people. Donc c'est devenu une évidence, et aujourd'hui, je pense que Laurent Favre l'a aussi exprimé ce matin, on n'a pas de regret par rapport à la décision qu'on a prise. On est content d'avoir fait ce choix, et ça, je dirais que ça fait adhérer plutôt l'ensemble des collaborateurs. Maintenant, est-ce que c'est la même formule pour toutes les entreprises? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça doit être la finance qui, pour d'autres aspects, peut-être plus métier de contrôle, de KPIs ou en tout cas de suivi, doit le faire? Est-ce que c'est la fonction stratégie voilà. Est-ce que c'est la fonction juridique quand elle est forte au COMEX, qu'elle prend déjà la compliance et l'éthique qui pourrait prendre d'autres choses? Le secrétariat général? Ouais. Pour moi, ce qui est important, en tout cas, c'est que cette fonction développement durable, elle soit attachée à une fonction forte qui influence la stratégie de l'entreprise et qui influence le leadership. Donc c'est une influence dans le fond, dans le contenu, mais également avec les personnes qui font l'entreprise. Donc dans mon cas, c'est vrai que le rôle du DRH est assez clé dans le système. C'est un rôle un peu différent, même vis-à-vis du CEO, par rapport à des business leaders. Voilà, il y a des, je me rappelle encore, Laurent Favre me dire, il y a des sujets dont on parlera que tous les deux. Parce que ça concerne d'autres membres de l'équipe, etc. Donc c'est vrai que ça a apporté une force à cette fonction de développement durable, mais j'ai vu dans le passé des organisations où c'est plutôt connecté à la stratégie, parce qu'il y a besoin justement d'engager une transformation en matière de stratégie. Nous, c'est déjà lancé, donc c'est vrai que ça fait moins de sens aujourd'hui, et on est plus dans l'action, et donc l'action, c'est les people, c'est eux qui font l'action, et ça fait du sens. Voilà. D'aligner l'entreprise et ses ambitions qui étaient déjà là. Et vous, alors, chez OP Mobility, bon, là, vous allez vous embêter bientôt. Ça doit faire 2 jours que vous n'avez pas lancé un projet. Non, plus sérieusement, il y a une ambition secrète, officielle, à 2030, quelque chose de nouveau Honnêtement, dans la description de ma carrière, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai exploré. Non, en fait, ce qui vraiment relie l'ensemble de mes expériences, c'est l'humain. Donc finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir touché le Graal avec cette fonction People and Sustainability. Et puis l'humain est au service de la planète aussi. Et ça, pour moi, c'est très fort. Donc pour l'instant, j'ai pas de plan. Le plan, c'est avant tout qu'ensemble avec le comité de direction d'OP Mobility, on transforme l'entreprise, on la met sur les bons rails pour les 10 ans à venir. Et après, on pensera à soi. Pour l'instant, je suis vraiment dans le collectif et à me dire, je veux que ça marche et que j'ai une équipe autour de moi et des collaborateurs qui soient heureux de travailler chez OP et de venir ici tous les jours. Merci infiniment en tout cas pour cette journée au sein de vos bureaux à Levallois. Merci Mathieu. Bureau dans lequel vous êtes arrivé en 52 si je me souviens bien. Donc c'est assez emblématique, même ça fait partie de votre culture. Donc merci de nous avoir permis de les découvrir. Merci de nous avoir permis de découvrir vos équipes. Merci de nous avoir permis de rencontrer Laurent Favre également. Et merci du coup de nous avoir partagé un petit peu votre carrière, vos moments de vie. Merci Mathieu. Merci infiniment. De mon côté, je me tourne vers vous. Vous regardez le COMEX Insider qui était dédié à OP Mobility, anciennement Plastic Omnium, dédié à la fonction People et Sustainability. Vous retrouvez la suite de nos programmes dans un instant sur Be Smart for Change. Merci pour votre présence.